Très bien, donc merci beaucoup à chacun de nous rejoindre pour ce webinaire sur la thématique de la responsabilité sociétale des entreprises et sur les talkers. Je vais commencer peut-être juste par me présenter. Donc, je m'appelle Laurent Cortet. Je suis spécialiste en secteur privé au sein du groupe de la Banque mondiale depuis presque une quinzaine d'années, basé ici au Sénégal depuis 5 ans. Et donc, dans le cadre de ce travail, ma responsabilité vraiment, c'est de travailler avec les gouvernements sur les politiques d'appui au secteur privé, que ce soit les investisseurs, les petites PME, les acteurs informels, dans le but donc de créer de l'emploi et de favoriser l'investissement privé comme contribution donc au développement. J'étais particulièrement intéressé à vous rejoindre pour modérer cette session, donc je remercie les organisateurs de cette invitation, parce que c'est vrai que par ailleurs, je suis suisse et j'ai grandi dans une famille dont le papa est spécialisé en horticulture et s'est lancé aussi dans la permaculture, etc. Et donc la thématique m'intéressait beaucoup, d'essayer de voir un petit peu dans cette discussion aujourd'hui comment je dirais, ce monde de l'écologie et adéquation, symbiose avec la nature peut rejoindre aussi le monde de l'entreprise et de voir un petit peu quelles sont les passerelles qu'on peut trouver entre les deux. Donc, je pense que c'est un petit peu ça l'objectif, je dirais, de la session. Session qui sera organisée un petit peu en 2 temps. Premièrement, on aura donc certains intervenants qui vont nous parler des talkers, de l'initiative des talkers, qu'est-ce que ça représente, comment elle se met en œuvre au Sénégal, et on aura l'occasion à ce moment-là de recueillir aussi les points de vue de notre invité d'honneur, Monsieur Alioune Badara Diop, qu'on salue et qu'on remercie donc de sa présence. Et à la suite de cette première session, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger un peu sur ce qui a été présenté. Et dans un deuxième temps, cette fois, la parole sera plutôt au monde de l'entreprise, avec là aussi divers intervenants qui ont participé ou qui s'intéressent à soutenir cette initiative, qui pourront partager leur point de vue en tant qu'entreprise, entrepreneur, vis-à-vis de cette initiative des talkers. Donc, peut-être, avant de nous lancer dans le vif du sujet, quelques mots sur notre invité d'honneur, Monsieur donc Alioune Badara Diop, qui est actuellement secrétaire général adjoint du gouvernement. Nous sommes conscients que vous êtes très occupé ces temps. On apprécie vraiment que vous preniez du temps pour nous rejoindre. Peut-être quelques mots sur le profil de Monsieur Diop, qui est administrateur civil, diplômé de l'École nationale d'administration. Et Diop est à l'origine spécialiste de l'administration publique, de la décentralisation et du développement local, dans lequel il a tenu de nombreuses fonctions. Mais il a aussi une spécialisation dans tout ce qui est informatique et numérique, ayant œuvré en tant que secrétaire général de l'Agence d'informatique de l'État, l'ADIE, qui a permis la digitalisation de nombreuses procédures administratives. Donc, il connaît très bien ces deux aspects du monde de l'État, mais également un intérêt fort pour cette initiative, les talkers, qu'il suit depuis sa fonction actuelle de secrétaire général adjoint du gouvernement. Donc, Monsieur Diop, vous êtes le bienvenu. Merci de nous rejoindre pour cette session. Je voulais juste rapidement voir avec Karine. Est-ce que on commencerait par quelques mots sur la présentation des talkers et on recueillerait peut-être le feedback de M. Diop par la suite. Karine? Très bien, ça me va, ça convient à tout le monde. Écoutez, moi aussi, je vous souhaite la bienvenue à tous.
Je vous remercie beaucoup d'être présent, Monsieur Diop, à nos côtés, pour nous éclairer aujourd'hui. Je crois que c'est ça qu'on attend. Nous éclairer et nous orienter de par votre fonction, mais aussi votre expérience, sur ce programme Tolooker et peut-être sur la nécessité ou non de l'associer au programme RSE. Je remercie également Monsieur Barry d'être là, parce que Monsieur Barry sera présenté tout à l'heure. C'est aussi un autre de nos invités d'honneur qui va nous permettre de comprendre en fait les enjeux de la RSE que nous ne maîtrisons peut-être pas tous. Voilà. Alors, très rapidement, parce que j'ai 5 minutes de parole et le but, c'est vraiment de vous donner la parole à vous tous qui êtes là, présents ce soir. Très rapidement, peut-être ce que je vais me permettre de faire, c'est rappeler ce qu'est le Tolooker. Et dans le contexte du Tolooker, le Tolooker, il est né il y a 1 mois et demi, 2 mois maximum. Donc, c'est important de le contextualiser par rapport au Covid. Moi, je suis donc directrice des écovillages et des filières vertes à l'intérieur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui est une agence qui fête bientôt sa première année d'existence. Et dans le programme des écovillages, il est évidemment toujours question, lorsqu'on parle de village écologique, d'autonomie et d'autosuffisance, que ce soit aussi bien sur un plan alimentaire que sur un plan énergétique, mais aussi autonomie par rapport à l'économie circulaire. Bref, je vais être un peu plus rapide sur le modèle éco-village, mais pour dire que l'autosuffisance alimentaire fait partie intégrante, en tout cas, de mes responsabilités à l'intérieur de la direction des éco-villages. Sauf que moi qui suis issue de l'écologie de la santé, il m'a paru très évident au moment du Covid qu'il fallait du coup déclencher un programme d'urgence. Et il fallait le faire envers et contre tout. Et ce programme d'urgence consistait à offrir très rapidement, parce que les possibilités sont là, tout simplement, au village du Sénégal, une forme d'autonomie avec des arbres à croissance rapide qui répondraient à des programmes aussi bien nutritionnels que des programmes de santé. Et on oublie souvent que les deux vont ensemble. De la même manière que lorsqu'on parle de santé, on est obligé d'intégrer toutes les dimensions environnementales, puisque la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de nos aliments, la qualité de nos habitats aussi, parce que nous pouvons vivre dans des habitats régénérants pour la santé, la façon dont nous utilisons nos eaux usées, la façon dont nous traitons nos déchets, impactent directement notre plein potentiel santé. Et si on relie le potentiel santé à l'objectif de l'OMS notamment, on sait qu'on parle du meilleur état de bien-être possible et pas seulement de notre corps physique. Donc, la santé va quand même au-delà de notre corps physique. Donc, tout cela est complètement interrelié, interconnecté, et on ne peut pas aujourd'hui réduire l'écologie à l'environnement comme exclure la santé de l'environnement, etc., etc. L'avantage que nous avons, nous, les écolos, si on peut parler d'avantage dans ce contexte dramatique, c'est que le Covid, tout le monde le comprend. À partir du Covid, tout le monde comprend, comme à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes sanitaires, on va s'intéresser comme ça à l'écologie de près. Et on s'est dit qu'en fait, au Sénégal, effectivement, le besoin de survie immédiat, c'était de distribuer de l'alimentation, mais qu'on avait les moyens, à travers même des ressources médicinales, des plantes qui poussent même dans le désert et qui sont médicinales, et que nos traditions ont su sauvegarder en termes de connaissances, mais aussi dans une logique alimentaire, créer ce qu'on appelle des food and medicine forests. Et ces food and medicine forests, en fait, ce sont des surfaces qui sont relativement petites, puisqu'on travaille sur à peu près un demi-hectare, qui vont avoir à la fois la vertu de régénérer le tissu forestier, parce que nous sommes aussi malades, parce que le tissu forestier est malade, il n'existe plus, en fait, il est en train de disparaître. Et là, nous allons faire donc restaurer ce tissu forestier en plantant des arbres utiles, c'est-à-dire des fruitiers, mais aussi en créant une forme de permaculture avec une agriculture de subsistance qui va avoir la vocation dans ce Tolooker, justement, de ne pas être un projet parmi 1000 projets, mais de s'auto-régénérer par lui-même. Laurent, c'est sous votre contrôle le temps, parce que je suis intarissable sur ces sujets. Donc, en tout cas, il reste 1 minute. Combien? 1 minute. Bon.
Alors donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, celui qui va s'intéresser à parrainer un village et à soutenir un village, mais se soutenir lui-même à travers le village, il faut bien comprendre que on n'est pas en train de faire un don pour des personnes qui sont extérieures à nous, on est tous en train de s'auto-guérir entre nous. Et bien du coup, restaurer ce tissu forestier et installer ces arbres dans des contextes de permaculture que va nous expliquer Alindia tout à l'heure, ça va nous permettre d'avoir des endroits qui s'auto-régénèrent par eux-mêmes et qui n'auront pas besoin de nous pour se régénérer plus tard. Donc c'est une fois pour toutes. Voilà notre vrai défi Toluker. On l'a appelé Toluker pour le réveil des traditions. Toluker, c'est une expression wolof qui veut dire la cour qui existe depuis toujours, hein, la cour derrière la maison, mais ça aussi c'est en train de disparaître. Mais c'était plus le nom d'un programme parce que lorsque nous allons dans les villages et qu'on parle de Toker ou de Toluker, tout le monde a quelque chose à dire là-dessus et on nous raconte comment ça se passait dans le temps ou comment ça se passe encore. Voilà pour le contexte Toluker. À ce jour, pour vous donner des données un peu plus factuelles, parce que j'ai des entrepreneurs aujourd'hui, donc je suis un peu concrète, nous sommes donc dans un principe d'autosuffisance durable, vous avez compris. Nous avons en 1 mois et demi de temps réuni 40 villages. Alors je dis réunis parce que ce sont des villages qui se sont portés volontaires, ça veut dire qu'ils ont fait l'effort de suivre nos webinaires, l'effort de prendre des photos, l'effort de clôturer leur terrain, l'effort de vérifier où est-ce qu'il y avait de l'eau, ça n'est pas rien, c'est même énorme, parce que tout ça, ça a dû se faire à distance, nous n'avions même pas de permis de circuler les 3/4 du temps. Nous avons donc 40 villages qui nous ont rejoints en 1 mois et demi de temps, et puis nous avons aussi 2 grosses organisations qui ont à eux seuls, parce qu'ils œuvrent avec nous depuis longtemps, bien avant l'existence de l'agence, qui nous ont rejoints, c'est Corps Africa et c'est également la Fondation Cœur Vert. J'espère qu'ils ont pu nous rejoindre, ils avaient des problèmes de connexion. Il faut savoir qu'ils mettent à disposition des volontaires, mais pas des volontaires au sens classique du terme, des volontaires qui vont s'impliquer, qui vont mettre les 2 pieds, les 2 mains dedans, soit leur matière grise à travers les écrans, soit vraiment présents sur le terrain. Ça va être des coordinateurs qui vont être sur place et qui vont être formés. Et ce nombre de volontaires peut être multiplié par 3, 4, 5 si j'intégrais les scouts. Mais là, c'est plus une question de gestion et d'autres organisations aussi. Je vais prendre encore un peu plus de temps juste pour vous dire que nous avons aussi reçu des parrainages privés, dont Fabri Metal qui va être là ce soir pour raconter son expérience autour du parrainage Toluker, que le but de Toluker, c'est évidemment de couvrir tout le pays et que ça, on peut vraiment tous le faire ensemble de façon très, très simple et facile. Vous dire également qu'un organisme de financement de formation nous a rejoint, c'est 3FPT, et finance 3 projets pilotes qui vont démarrer à Fatick, à Dakar et puis à Kédougou. Et ces 3 projets pilotes nous permettent de presque professionnaliser le métier autour de l'agroforesterie. En tout cas, nous allons le voir après le rapport d'évaluation. Et ça démarre après-demain. Et la grande nouveauté, c'est que dans ce contexte de 1 mois et demi, avec tout ce que nous avons su capitaliser en relevant nos manches, eh bien, Aline Ndiaye nous a rejoints. Aline Ndiaye, c'est un monsieur du Sénégal qui a vécu au Brésil et qui a fait l'expérience des Toluker. Et il a construit 12 000 modèles qui, en plus, ont un impact économique très important et dont il va nous parler tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Donc, effectivement, le décor est planté. Je pense qu'on comprend bien l'ambition de ce programme et qu'est-ce que représentent les Toluker. Et aussi le fait que ça a démarré, je dirais, très rapidement avec un engouement important. Donc, je serais très intéressé maintenant de nous tourner vers Monsieur Diop, secrétaire général adjoint du gouvernement, qui suit aussi le travail de l'Agence sénégalaise de reforestation et de Grand Muraille Verte au quotidien. Donc, un petit peu pour susciter, Monsieur Diop, votre réaction, mais aussi vos conseils, vos orientations par rapport à ce programme qui se met en place, un petit peu d'où vous êtes, votre positionnement au cœur du gouvernement. Comment est-ce que vous voyez les choses se mettre en place? Quels conseils vous pourriez donner à cette initiative? Mais je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier et saluer toutes les personnes qui participent à cette vidéo et me réjouir de pouvoir avoir cette opportunité de m'adresser à vous
Je suis très honoré également de vous avoir en face et de remercier Madame Karine qui a bien voulu m'associer à cette initiative. Et l'initiative qu'elle porte, elle est portée d'abord par l'agence de la Grande Muraille Verte et la reforestation, qui est une agence nouvellement créée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans une dynamique de relance de l'activité, disons, de la Grande Muraille, mais de la reforestation de façon globale. Elle ne sert pas surtout à planter des arbres, mais c'est dans une approche holistique que l'on voudrait maintenant prendre en charge les questions liées à l'environnement. En Suisse, il faut le rappeler, c'est important de le dire, je suis au secrétariat général du gouvernement qui est le centre de coordination de l'action gouvernementale, mais ici, nous pilotons 3 projets qui sont en liaison avec la problématique de Toluker qu'elle vient d'évoquer. Nous avons la cellule de lutte contre la malnutrition. Vous savez, c'est une cellule qui date depuis de longues années, où il y a un besoin aujourd'hui d'améliorer de façon continue l'alimentation des enfants qui sont nés et qui grandissent ici dans nos territoires. Nous avons également une approche nouvelle qui a été mise en exergue particulièrement avec le Covid, c'est l'approche One Health. Aujourd'hui, la santé n'est plus juste un problème de soins, c'est une chaîne avec les zoonoses parce qu'on se rend compte que les maladies proviennent souvent non seulement de notre alimentation, en particulier du milieu animal. C'est pourquoi l'État a mis en place, moi je suis le président du comité de pilotage d'ailleurs, du Conseil national de la sécurité sanitaire mondiale, une approche globale des questions de santé. Nous avons également une nouvelle structure qui est chez nous, qui est le secrétaire exécutif de la sécurité alimentaire. Donc, le Toluker, en fait, a une mission de base. Cette mission de base, c'est de pouvoir permettre à la famille d'accéder à des produits alimentaires cultivés avec une méthode bio, mais à 2 pas de la maison. Du point de vue économique, ça a une rentabilité. Mais du point de vue social également, ça a un rôle important. Mais aussi, du point de vue de la sécurité alimentaire, mais du bien-être des habitants, cela a un impact extrêmement important. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait soutenir cette belle initiative, l'accompagner davantage, en faisant en sorte qu'avec les collectivités territoriales, que des liens soient noués. Parce que c'est des portes d'entrée pour les activités de cette nature et qu'elles puissent accompagner cette initiative. Nous avons 567 collectivités locales au Sénégal. Si nous avons, ne serait-ce que sur chaque collectivité locale, 1, 2, 5 Toluker, nous aurons réussi à étendre sur l'ensemble du territoire cette belle initiative. Et pour nous, cette initiative elle ne doit pas être juste portée par l'État. Elle doit être le fruit d'un effort commun. C'est pourquoi je me réjouis d'avoir certaines personnes que je connais comme ça de nom et qui sont peut-être des chefs d'entreprise et qui devraient accompagner dans le cadre de RSE cette excellente initiative. L'État a un rôle à jouer. C'est peut-être d'accompagner des initiatives. Mais les ressources générées par l'activité économique au niveau du territoire national pourraient être reversées, aider à mener de belles initiatives d'accompagnement, de démarches allant dans le sens d'améliorer le vécu des populations. De quoi nous soutenons cette belle initiative, nous l'accompagnerons et les structures qui travaillent avec nous dans ce cadre-là, nous sommes disposés à les mettre en contribution afin que toutes les facilités nécessaires à la mise en œuvre de ce projet le soient, mais soyez assurés que le gouvernement est disposé à accompagner cette initiative, surtout que nous voulons lancer également un appel aux grandes entreprises de ce pays pour qu'elles viennent apporter leur petite contribution et ne pas hésiter à le faire. Parce que c'est en accompagnant de ces initiatives que nous pourrons non seulement fixer nos populations au niveau de le terroir, c'est important. Nous savons tous aujourd'hui que les problèmes économiques que nous avons font que les populations se déplacent des régions intérieures pour venir s'installer à Dakar. Toluker peut être une solution en termes de santé, en termes d'économie, en termes de bien-être pour les populations. Donc, fixer les populations dans le terroir, leur permettre de gagner leur vie de façon décente, est une volonté, un engagement de l'État du Sénégal, mais l'État seul ne peut pas le faire et a besoin d'avoir des initiatives, mais des accompagnateurs de ces initiatives. C'est pourquoi je me réjouis de participer à cette démarche et nous montrons notre manifestation à soutenir et notre volonté à accompagner sa mise en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Donc, on a bien noté l'importance de s'appuyer sur les collectivités locales et l'importance aussi que l'État ne soit pas le seul à contribuer donc, à cette initiative
mais d'avoir un engagement actif des entreprises. Donc, c'est peut-être le moment de faire le lien avec Philippe Barry, qui est spécialiste en responsabilité sociétale d'entreprise, qui pourrait nous parler un petit peu donc, de ce qu'est la RSE, qu'est-ce que ça représente, et pourquoi on peut impliquer les entreprises au travers de la RSE dans un programme comme les Tolucœurs. Merci Laurent, et merci également à la Grande Muraille Verte de m'avoir invité. Donc c'est toujours une excellente opportunité pour moi d'échanger sur ce concept de la RSE. Et toujours important de rappeler en fait pourquoi en fait on fait de la RSE au niveau des entreprises, d'autant que il y a des dirigeants d'entreprises qui sont dans ce panel-là. Je pense que moi je vois trois raisons importantes. La première, c'est que on est en crise écologique. Je crois que Karine l'a bien rappelé. Une crise écologique qui n'a pas son pareil, même avec la crise du Covid. Je voudrais surtout rappeler que cette crise écologique est essentiellement due aux acteurs économiques, notamment par les émissions de CO2 qu'elles produisent, mais également par la pollution des déchets, avec des conséquences, bien entendu, le changement climatique, la faiblesse des ressources en eau que nous vivons. Et quand je disais que la crise écologique est peut-être plus importante que celle que nous vivons aujourd'hui avec le Covid, le risque aujourd'hui, c'est la question de l'eau. Également, les conséquences sur la biodiversité. Et bien entendu, Karine en a parlé, les conséquences sur la santé des populations. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle les entreprises ne peuvent pas rester insensibles. La deuxième raison est liée aux objectifs de développement durable et notamment aux inégalités que nous vivons quotidiennement, que ce soit de par le monde entre les inégalités vécues entre les continents et surtout les pays, ces inégalités dans les pays, notamment si je prends le Sénégal, ces inégalités entre les territoires, entre les villes, et bien entendu des inégalités dans les groupes humains, notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables. Donc, c'est également une raison pour laquelle les dirigeants d'entreprise doivent doivent apporter des réponses aux objectifs de développement durable. Et c'est leur responsabilité. Enfin, la troisième raison, c'est bien entendu au niveau des acteurs économiques d'améliorer leurs performances. Et j'insiste là-dessus parce que sans une amélioration des performances et de la gouvernance des entreprises, il ne peut pas y avoir de responsabilité d'entreprise performante, il ne peut pas y avoir d'habilité. Et donc, voilà les trois raisons pour lesquelles il faut agir aujourd'hui. Et quand je dis agir, je crois que M. Alioune Diop en a parlé, effectivement, il y a l'État qui doit apporter une régulation plus forte, et j'insiste là-dessus, qui concerne la RSE, puisque nous sommes passés d'une démarche volontaire depuis maintenant presque 10 ans. Il faut de plus comment l'État sénégalais doit réguler cette responsabilité sociétale, mais également nous attendons l'action des entreprises, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus, sous une méthodologie. La RSE appelle une méthodologie. On ne fait pas de la RSE n'importe comment, et on entend très souvent parler de RSE aujourd'hui au niveau des acteurs économiques, mais est-ce réellement dans la durabilité? Donc, je pense que peut-être que dans le débat, on pourra revenir sur cette question-là. Et voilà un peu l'introduction
que je voulais apporter. Nous avons une responsabilité collective, aussi bien les entreprises grandes, mais également petites entreprises, parce qu'on est en train et on veut démontrer que les PME, les très petites entreprises peuvent également répondre à des objectifs de développement durable. La société civile, donc les ONG, mais également le public à travers ses agences et les ministères doivent également apporter leur contribution à cette responsabilité sociétale d'entreprise et d'organisation. Merci, Monsieur Barry. Et donc, je pense que là, on a une bonne occasion peut-être de faire le lien, parce que vous disiez effectivement qu'il y a 3 niveaux de raisons pour lesquelles pour les entreprises, pour lesquelles s'engager dans la RSE. En partie contribuer, je dirais, au bien-être économique et social de la société, mais vous avez quand même mentionné le 3e niveau, qui est l'amélioration de la performance, c'est-à-dire aussi donc l'impact, j'imagine, économique que peut avoir l'entreprise quand elle adopte aussi des meilleures pratiques dans sa vie de tous les jours. Et donc, à ce niveau-là, j'aurais souhaité peut-être mobiliser Aline Ndiaye pour nous parler un petit peu donc, de l'impact économique de l'agroécologie, lui qui est actif dans ce secteur depuis de nombreuses années au Brésil et qui est maintenant donc, présent au Sénégal pour appuyer la démarche des Tolucœur. Bonjour à tous. Bonjour, M. Ndiaye. Voilà, merci. Je suis content d'être ici. Je voudrais remercier Karine, remercier tout le monde et dire que vraiment cette approximation entre les entreprises et les entreprises et les populations, surtout autour des entreprises, d'avoir une responsabilité sociale d'une forme organisée est une chose qu'on a vécue très bien au Brésil et qui a vraiment fonctionné. Donc, je pense que, par exemple, je vais vous donner seulement un exemple. Après, je reviens très rapidement sur le Tolucœur. On avait un problème de faire la transition de groupes d'agriculteurs qui habitaient dans la zone rurale de Rio de Janeiro et qui voulaient faire de l'agriculture biologique, mais qui avaient des difficultés pour faire la transition. Alors, on a réuni ces agriculteurs-là et on a réuni aussi des chefs de cuisine et des restaurants qui se trouvent dans l'État de Rio. Et on leur a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous joindre? Les chefs de restaurants ont dit qu'ils étaient intéressés à des produits de qualité et qui ont une certaine traçabilité. Alors, ils se sont dit qu'ils sont prêts pour financer la transition de ces noyaux d'agriculteurs-là. Alors, dans ce sens-là, on a pu transformer très rapidement 200 agriculteurs autour de l'État de Rio qui fournissaient leurs produits à ces chefs de restaurants-là. Et ils ont créé une relation tellement étroite et importante qu'aujourd'hui, dans ces restaurants-là, au niveau de Rio, quand vous approximez votre smartphone dans la table, dans la table du menu, là, il vous dit qui est le producteur où ces produits-là ont été cultivés, qui les a produits, le nom, la famille. Et ceci commence à attirer de plus en plus un type de consommateurs différents. À la fin, ce qu'on a observé, c'est que ces restaurants-là ont eu une augmentation de plus de 20% de nouveaux clients. En même temps, tous ont maintenu leurs clients plus anciens et ils ont eu une augmentation de 20% vers une nouvelle clientèle. Cette clientèle plus exigeante qui commence à lire ce qui est écrit dans le produit, qui commence à vouloir savoir d'où viennent ces produits, qui les a produits, comment ont été produits, ça augmente beaucoup. Donc, je pense que c'est un exemple qui montre un petit peu un gagnant-gagnant dans le sens d'organiser souvent ces types de relations entre
les entreprises et les agriculteurs dans notre cas. Donc, dans le cadre du Tolucœur, très rapidement, sur un espace de 5000 m², d'une forme durable, intégrée, avec une, comme je le dis souvent, avec la régénération de la forêt qui nous permet de cultiver l'eau, en réalité, où il n'y a pas de forêt. La tendance est de ne pas avoir de l'eau, donc il faut avoir des activités qui cultivent de l'eau, qui amènent près de la maison, d'une forme durable, une alimentation saine et diversifiée, et de rapide réplication. C'est-à-dire, ce sont des projets qui sont très faciles à répliquer en grande échelle. Vous voyez. Donc, ça m'a beaucoup attiré avec toute cette énergie qui est en train de se construire autour de ce projet-là. Et je n'ai pas regretté donc d'être ici, d'avoir perdu mon vol et d'avoir fait, vous voyez, et d'être ici, accompagner ce projet avec Karine et équipe. Et je suis sûr que c'est un excellent chemin pour qu'on puisse garantir très rapidement une autosuffisance alimentaire chez ces familles qui ont été impactées d'une certaine forme par le Covid. Donc, après, je vais... Monsieur Ndiaye, on vous a un peu perdu. Est-ce que vous pourriez peut-être répéter la fin de ce que vous disiez? Voilà, oui, donc, Monsieur Ndiaye, vous nous entendez? Oui, allô. Voilà, on a raté la fin, oui, si vous pourriez. Voilà, je voudrais tout juste dire que c'est une excellente opportunité pour qu'on puisse très rapidement les multiplier ces types d'initiatives à une échelle très grande et atteindre un objectif extrêmement important qui est l'autosuffisance alimentaire alliée avec une préservation ambientale et une expérience qui est bien saisie par les populations où le projet est installé ou va être installé. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Je pense que votre intervention est très intéressante à plusieurs niveaux. Tout d'abord, moi en tout cas, quand on m'a parlé de ce projet de Tolucœur, le lien avec la responsabilité sociétale des entreprises, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, bon, c'est vrai, les entreprises doivent contribuer au bien-être de la société dans laquelle elles opèrent, donc elles peuvent consacrer une partie de leurs revenus à soutenir des bonnes causes. Celle-ci pourra en être une. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que vous dites non, au-delà de ça, en participant à ce type de démarche, il y a aussi un marché même qu'on a trouvé pour ce genre de produits. C'est-à-dire que des produits bio qui sont issus de ces circuits courts ont maintenant pu fournir donc de quoi fournir les tables de différents restaurants. Et donc, il y a eu un impact économique sur ce circuit. Donc, je trouve que cette dimension-là est aussi très intéressante. Peut-être qu'on pourrait passer la parole actuellement à Riyad Kawar, qui est, lui, un des supporters de la première heure de cette démarche des Tolucœur avec son entreprise Fabri Metal. Ce serait intéressant de comprendre maintenant, peut-être dans la pratique, en fait, en quoi votre appui, votre engagement auprès du Tolucœur, comment ça a impacté en fait au jour le jour votre entreprise, quelle forme cet engagement prend et qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Monsieur Kawar, vous êtes avec nous? Je vous vois, Riyad Kawar connecté. On n'a pas de son. Pardon? Non, je lui parle ouais, juste. Monsieur Kawar, je pense que vous êtes toujours en mute. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Il faut peut-être cliquer le petit micro en rouge là.
Voilà, allô? Ah, là, c'est bon. Oui, on vous entend là. Super. Alors, bonjour à tous. Je suis content de participer à ce panel aujourd'hui et je salue toutes les personnes qui ont pris la parole. Voilà, alors moi je suis directeur général d'une industrie qui est située à Sébikotane, qui s'appelle Fabri Metal Sénégal. Et entre autres, je suis les projets de Karine Fakouri depuis pas mal de temps maintenant, avec les projets de reboisement derrière M. Haïdar El Ali. Et donc, avec le Covid-19, j'ai suivi la vision de Karine, cette vision de tôt le cœur. Et j'ai proposé donc de piloter le premier village pour apporter un soutien déjà financier de manière à ce que ces projets tôt le cœur puissent prendre le jour déjà donc sur la région de Dakar vu qu'on était en couvre-feu et qu'il n'y avait pas moyen de trouver d'autres villages proches de la région. Et on a installé au jour d'aujourd'hui la clôture et les motopompes pour avoir accès à l'eau. Et on a la chance dans ce village qui est un barrage qui permettent justement l'accès à l'eau toute l'année. Et moi aussi, au cas où, je pourrais apporter un soutien sur l'accès à l'eau au départ de ces taux-lookers. Sachant que à moyen terme, il faudrait que ces villages soient autonomes, que ce soit en eau ou alors même au niveau de l'agriculture. Voilà, donc moi j'accompagne ce village-là, ça fait maintenant 1 mois et demi, derrière Karine Fakouri, dans le programme Tôt le Cœur. Et ce village s'appelle le Belvédère, c'est un village Peul qui est situé à une quarantaine de kilomètres de Dakar, dans la région même. Et donc le soutien que vous apportez actuellement, c'est un soutien principalement financier. Est-ce qu'il y a aussi une participation des membres de vos équipes ou de vous-même au travail, ou est-ce que c'est uniquement par un financement que vous intervenez? Non, alors bien sûr, c'est tout de suite, on est fasciné quand on est chef d'entreprise. Généralement, on ne comprend pas tout de suite, on ne voit pas tout de suite l'importance d'un taux looker. Mais une fois qu'on s'imprègne dans ce projet-là, tout de suite, on a besoin même d'être présent. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 3 ou 4 fois que je suis sur le village. Dès que l'équipe taux looker s'y rend, je suis présent. Et il y a mon équipe aussi, d'ailleurs, dont une toute petite partie habite au niveau du village. Et sinon, mon équipe environnementale, donc QHSE, qui s'imprègne de ces projets-là et qui vont faire le suivi tôt le cœur à long terme, bien sûr. Parce qu'on va du principe que c'est une RSE et donc c'est une responsabilité sociétale environnementale. Et c'est quand même un projet qu'il faut accompagner à très long terme jusqu'à l'autonomie de ce village-là. Merci beaucoup, Monsieur Kawar. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être bientôt ouvrir la... Oui, bien sûr, Karine. Juste 2 minutes. Peut-être pour faire le link avec la RSE ou pas d'ailleurs. Bon, Riyad Kawar, c'est quand même quelqu'un qu'on ne présente plus au Sénégal, qui est déjà engagé par nature dans l'environnement, par lui-même. Et ce sont donc des actions en fait convergentes aujourd'hui. J'en profite juste pour dire que dans le cadre de l'Agence sénégalaise de la reforestation, nous avons également créé une sentinelle dont il fait partie, dont il a presque le lead d'ailleurs, et qui consiste en fait à repérer toutes les personnes qui veulent s'investir, donc industriels ou pas, entreprises privées, entreprises publiques, particuliers, enfants, scolarité, et qui en fait souhaitent mettre la main à la pâte parce qu'ils considèrent qu'ils sont sur une terre qui les concerne au-delà des frontières de leur jardin ou de leur balcon. Et qui ont conscience en fait que ça va directement les conduire à avoir une alimentation, une santé, une qualité d'air différente. Donc Riyad rassemble beaucoup et j'avais envie particulièrement aujourd'hui de mettre en exergue Fabri Metal parce que Tôt le Cœur s'inscrit dans un projet qui, à mon avis, n'est pas valorisé assez sur le plan de la RSE. Donc Philippe Barry, peut-être vous pouvez vous rapprocher de Riyad et inversement. Là, c'est un link que je fais entre vous en privé. Parce qu'il y a toute une dynamique en fait de transition écologique dans sa propre entreprise industrielle.
Et il faut aussi qu'à travers des programmes Tolooker ou autres, parce que nous en avons quand même beaucoup dans notre agence, tout le monde se sente impliqué. Voilà, merci. Merci. Merci Karine. Donc, nous avons encore plusieurs intervenants, mais je voulais quand même voir avec les participants s'il y a déjà quelques réactions, commentaires ou questions à ce stade. Avant de passer un petit peu à la suite, nous avons encore 3 intervenants, donc je ne vous oublie pas, hein, mais j'aimerais bien prendre le pouls quand même des participants qui sont avec nous. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui a été présenté? Je pense qu'une option serait de notifier dans le chat. Comme ça, je verrai à qui donner la parole. Ou alors, vous notifiez avec votre micro. Allô? J'entends. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Sambou, c'est ça? Si vous pouviez peut-être rapidement vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Gérard Sambou. Je suis membre fondateur d'une structure qui s'appelle le Centre sportif Faïda. Et en même temps, je suis coordonnateur d'un projet qui s'appelle Hide and Mind. C'est une structure qui est partenaire de la CLM pour la lutte contre la malnutrition. Alors, je vous invite vraiment à prendre acte de cette forme. Donc, la RSE est une application très importante. Dans la mesure où aujourd'hui, je prends mon exemple personnel. Avec la CSE, je suis à 27 ans de volontariat, mais la CSE autour de Feu Alioune Sow a soutenu notre entreprise parce que nous avons formé des enfants dès la classe de CE2 qui sont devenus champions du Sénégal. Donc, c'est pour vous dire, autour de l'environnement, qui peut être utilisé comme un outil pédagogique, les enfants très bas, quand on les intéresse à ce qu'ils aiment, ils peuvent apprendre à lire, à écrire, à calculer à travers l'environnement. Donc, aujourd'hui, je donne un exemple avec Afrique Metal, avec M. Riyad. Nous avons fait 3 semaines ensemble autour d'une plantation, d'un reboisement qui se sont passés au niveau de la mosquée de la divinité, au niveau de Anne. Donc, c'est pour dire, à travers sa structure, il a pu financer totalement tout ce qui a comme art qui va pouvoir être demain important pour la communauté. Donc vraiment, je demande à tous les chefs d'entreprise autour de la RSE de pouvoir soutenir la communauté parce qu'aujourd'hui, l'environnement peut être utilisé comme un outil pédagogique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage, M. Sambou. Est-ce qu'on a d'autres réactions à ce stade? Je pense qu'on peut prendre encore 1 ou 2 questions ou réactions avant de passer à nos autres intervenants. Alors, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre note de vos questions, réactions, et on aura le temps d'échanger par la suite. Oui, Monsieur Diop? Est-ce que je pourrais quitter la conférence? Il y a des impératifs professionnels. Bien entendu. Merci beaucoup. Nous n'allons pas vous retenir. Si vous avez quelques mots de fin que vous souhaitiez partager avec nous, le micro est à vous. Sinon, on va vous laisser évidemment retourner aux tâches de l'État. Mais je voudrais juste vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de partager avec mesdames et messieurs cette excellente initiative. Et nous allons travailler davantage avec Madame Karine pour nous impliquer davantage de ce projet-là, faire en sorte qu'au niveau de l'administration, non seulement territoriale, déconcentrée, que l'accompagnement nécessaire, les autorisations, les facilités nécessaires puissent être obtenues, mais qu'à notre niveau également, que nous puissions utiliser ce modèle pour le programme que nous avons chez nous. Je l'ai dit, c'est la cellule de lutte contre la malnutrition que nous gérons, que j'ai d'ailleurs mis avec Mme Karine qui travaille avec eux. Il y a le Conseil national de la sécurité alimentaire qui est un organe important, un instrument de veille sur la sécurité alimentaire, mais intégrer cette dimension qui voudrait que les questions de santé ne soient plus juste des questions à caractère médical, mais des questions beaucoup plus englobantes. Et j'ai bien retenu l'idée de
de M. Barry sur la régulation de la RSE. C'est vrai que les entreprises font beaucoup d'efforts, mais si des initiatives comme ça permettent de capter les efforts des entreprises en termes de RSE, je pense que tout le monde pourrait y gagner. Et nous avons des territoires où il y a un déséquilibre constaté, où nous avons besoin réellement de développer une équité sociale, mais une équité économique. Et cela, c'est du ressort non seulement de l'État, mais des entreprises qui s'engagent dans ces belles initiatives. Vraiment, bravo à eux. Et l'État ne manquera pas, en tout cas, d'apporter son soutien à ce que cette initiative ne soit plus seulement un tolu-cœur, mais puisse même également être un tolu-école. Pourquoi pas? Merci beaucoup, M. Diop. Merci. Le tolu-école est déjà en cours, M. Diop. C'est que D'accord. j'ai la parole, c'est pour ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci. Vos orientations et votre participation. Merci, merci. Donc, nous avons aussi, merci beaucoup, Riyad Kawar qui nous dit qu'il faut oser regarder la vie en vert, cette couleur qui fait partie du drapeau national. Évidemment, c'est au cœur de la discussion aujourd'hui. Et je voulais donner la parole rapidement à Kevin Reyes qui a une intervention à faire, suite à quoi on passera à nos prochains intervenants. Bonjour Kevin, à tous, c'est à vous. je me présente rapidement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Ok, donc je me présente rapidement. Je suis le président de l'association Biophilia, dont Karine Fakouré est la fondatrice. Et je fais partie de la sentinelle de la CERGEM qui vise à soutenir l'Agence de la reforestation dans toutes ses actions, hein, plus ou moins, sur l'ensemble du territoire. Et je voulais rebondir sur l'intervention de M. Riyad Kawar qui parraine un village. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Tolu-Cœur, on met aussi à disposition et on propose aussi aux entreprises de vraiment mettre à disposition des employés qui pourront être formés au principe du Tolu-Cœur et aux techniques du Tolu-Cœur pour pouvoir soutenir le Tolu-Cœur qui est en train d'être parrainé par ces dernières et vraiment les impliquer de manière directe dans la mise en place de ce Tolu-Cœur, de sorte à ce que vraiment l'entreprise puisse suivre tout ce qui est fait dans ces villages-là. Et M. Riyad Kawar en question, qui soutient la CERGEM avec une pépinière, qui met à disposition des arbres, a aussi mis 2 employés à disposition des formations Tolu-Cœur pour le suivi du village de Belvédère et pourquoi pas des villages environnants qui seront faits par la suite. Voilà, donc pour les entreprises qui nous regardent et les entrepreneurs qui nous regardent, sachez que vous pouvez mettre à disposition du personnel qui pourrait être formé pour suivre les Tolu-Cœur qui seront possiblement parrainés dans le futur. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Kevin, pour cette intervention. Et ça me donne une bonne passerelle pour donner la parole donc, à Eric Gay, qui pourra se présenter un petit peu pour nous dire, je dirais, du point de vue de l'entreprise, parce qu'on a entendu maintenant un petit peu différentes manières de s'engager, que ce soit financièrement ou avec la mise à disposition d'employés ou peut-être en modifiant certaines approches au sein de l'entreprise, sur comment les entreprises pourraient intégrer une approche comme les Tolu-Cœur dans leur RSE. Alors, Monsieur Gay, de votre point de vue, un peu quelles seraient les craintes, les contraintes des entrepreneurs pour intégrer ce type d'approche dans leur RSE? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, tout d'abord, vous m'entendez? Très bien, oui. Si vous pouvez juste vous présenter également avant de commencer. Excellent. Bon, je pense que je ne vais pas me présenter à Monsieur Barry, qui doit me connaître depuis quelque temps. Donc, je suis Eric Gay, je travaille au sein de la compagnie Air Sénégal en tant que directeur réseau et expérience client. Donc, très investi dans l'aviation depuis maintenant une trentaine d'années et très souvent confronté aux problèmes d'écologie et d'association entre l'industrie et l'écologie. Sachant qu'on est peut-être l'un des plus grands pollueurs de l'air
avec nos avions qui ont tendance aujourd'hui à s'améliorer à ce niveau-là. Donc voilà, je suis au sein de la compagnie Air Sénégal, je fais partie des cadres d'Air Sénégal et je suis déjà ravi de participer et je remercie Karine et son équipe de m'avoir invité, et M. Barry aussi. Et pour nous, je vais vous dire sincèrement, nous sommes une industrie, nous sommes quelque peu capitalistiques puisqu'on a des objectifs financiers à atteindre. Et donc, on ira beaucoup plus sur du concret et on s'arrêtera moins, je dirais, aux arbres à planter à gauche, à droite. On partira plus sur du béton. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très, très intéressant. Et pour une compagnie, on est tout jeune, hein, la compagnie Air Sénégal est toute jeune parce qu'elle a maintenant 2 ans. Donc, ça veut dire qu'on a des chantiers sur lesquels, d'un point de vue social et écologique, vers lesquels on aimerait s'appuyer, mais s'appuyer sur des projets concrets, des projets d'avenir, des projets pérennes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le RSE est une plateforme qui nous sied à merveille et qu'il faille, je dirais, développer. Donc, tout à l'heure, vous parliez de crainte et de contrainte. Ben, la crainte, je vais vous dire, en général, la crainte, c'est de perdre son temps. Et la contrainte, c'est de pouvoir mettre les moyens humains et matériels à la disposition de projets qui sont des projets, non pas des one-shot, c'est des projets à long terme. Donc, c'est des projets, je dirais, marathon, donc, où il faut tenir le rythme. Et tenir le rythme, c'est très difficile dans une entreprise parce qu'il faut continuellement vendre le projet. C'est un projet qu'on vend tous les jours, tous les mois, toutes les années. Et donc, ça, c'est important. Et c'est pour ça que je dirais qu'intégrer un projet comme Toulouker, ça passerait d'abord par une assurance de pérennité, une assurance de moyens et une assurance de ressources qualifiées pour ce type de projet. Donc voilà, moi, ce que j'avais à dire, et c'est pour ça que j'écoute très, très attentivement. Quand j'entends des mots comme capter, rééquilibrer, CSE, société, etc., c'est des mots très forts. Social aussi, c'est des mots très forts, donc à prendre au sérieux. Et être derrière le projet de M. Barry induit du professionnalisme et aussi du socialisme, puisqu'on est dans un domaine où on donne plus qu'on ne reçoit. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gay. Je pense qu'on a l'occasion de pouvoir échanger encore dans un petit moment. J'ai encore deux personnes. Oui. Madame Diouf, si vous pourriez fermer votre micro, s'il vous plaît. Madame Diouf. Je ne sais pas, Raissa, est-ce que tu... Ah, voilà, non, c'est bon. Donc oui, on aura l'occasion d'échanger un peu plus directement, aussi pour voir un petit peu le point de vue d'autres entreprises qui s'intéressent à la question. Là, je voulais passer donc la parole à Wael Charara du groupe La Fourchette. On a eu en introduction, je crois que vous étiez là, vous aviez entendu l'exemple que M. Ndiaye a pu donner dans ce qui s'est passé au Brésil. Je pense que ça vous donne peut-être des idées. Donc, sans transition, je vous donne la parole pour avoir un petit peu votre point de vue du domaine de la restauration. Merci. Et merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de participer. Alors, moi, je me présente, je suis Wael Charara, directeur d'exploitation du groupe La Fourchette Alchimia, qui opère dans le domaine de la restauration et du traiteur. Et en fait, pour parler, disons, à notre petite échelle, on n'est pas forcément une grande entreprise, mais on a cette volonté-là de développer une politique RSE. C'est quelque chose dont on parle depuis un petit moment, ensemble au niveau des dirigeants, et parce qu'on se rend compte, en fait, de l'impact
que pourrait avoir notre activité sur l'environnement. Et le rééquilibrage en fait de cet impact-là, je dirais, quelles sont les actions qu'à notre échelle, à notre petite échelle, on pourrait entreprendre en tant que restaurateur pour pouvoir impacter positivement à la fois l'environnement et avoir également un impact social positif sur le Sénégal en fait et sur ses populations. Je pense que pour cette question, je devrais me rapprocher de M. Barry dont on m'a fait l'éloge parce que voilà, on a vraiment cette volonté-là. On sait qu'on doit avoir un impact sur l'environnement. La seule crainte en fait qu'aujourd'hui, pas forcément que les restaurants, mais les petites entreprises pourraient avoir, c'est à quel coût? Parce qu'effectivement, surtout dans une période de crise comme celle du Covid, les priorités, malheureusement, ne sont peut-être pas pour tous tournées vers là, mais on sait l'importance que ça a et on sait que demain, travailler sur ce volet-là peut avoir des impacts hyper positifs et également, comme M. Ndia l'a dit, des impacts positifs sur le business. Là, je parle d'un point de vue vraiment business, pas d'un point de vue impact environnemental. Ça, on a cette volonté-là, sinon je ne serais pas présent aujourd'hui sur cette conversation. Dans le même temps où on a commencé à poser les prémices d'une politique RSE, on a rencontré Karine, qui nous a parlé du projet Tolooker, qu'on a accueilli avec beaucoup de fascination parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Kevin m'en a parlé également, on se connaît personnellement, m'a fait un peu tout le topo du projet et c'est vraiment quelque chose qui pourrait avoir un impact positif sur le secteur de la restauration. Dans quel sens? Dans le sens où aujourd'hui, on travaille déjà avec des fournisseurs locaux. Le seul problème qu'on a, c'est que c'est une économie, on va dire, qui est un peu… tous les fournisseurs de marché, ce n'est pas des fournisseurs qui sont formalisés, on va dire. C'est ce que nous, on appelle le côté informel. On a un problème de traçabilité des produits et en même temps, on a envie d'aller vers une mise en place d'une politique QHSE bien déterminée où la traçabilité des produits est hyper importante pour nous. Donc, je pense que grâce au Tolooker, pouvoir suivre ces produits-là et comme M. Ndiaye l'a dit, intervention hyper intéressante, pouvoir être transparent avec nos clients sur l'origine de nos produits. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas en mesure de le faire. Je ne pense pas qu'il y ait de nombreux acteurs du secteur qui sont en mesure de le faire. Notre volonté y est. Et pour moi, dans un sens, le Tolooker vient répondre à ce problème-là. Le deuxième souci qu'on a, c'est qu'on a cette volonté de consommer local. Mais en termes de variété, on est assez limité dans les marchés. Voilà, vous connaissez les légumes qu'on trouve. Je discutais avec Kevin sur le brocoli, par exemple. Ce n'est pas un légume qu'on trouve facilement. Et parfois, quand on va dans les supermarchés, on trouve le kilo à la vente à 11 000 francs. Ça ne donne pas envie de servir du brocoli, si ce n'est que du brocoli surgelé. Donc, si le Tolooker nous permet de nous approvisionner en produits plus que variés, je dirais, c'est-à-dire définir ensemble les besoins parce qu'on a cette volonté de servir à nos clients des produits qu'on ne trouve pas dans tous les restaurants. Je pense que le Tolooker de ce dont on m'a parlé pourrait répondre à cette problématique-là. Et c'est d'autant plus intéressant que, voilà, on consomme local. On consomme local. Aujourd'hui, on est obligé d'importer certains produits alors qu'on a largement le savoir-faire pour faire ça au Sénégal. Donc, en soi, je pense que la crainte de coûts engendrés par une politique RSE viendrait au bout du compte se rééquilibrer. Pourquoi? OK, on investit dans un Tolooker, c'est un montant fixe qui est une fois. Ensuite, pouvoir nouer une relation avec le Tolooker que nous, en tout cas, c'est notre volonté, qu'on aurait financé, avec quand même un accès, je ne dirais pas en priorité, mais oui, si on investit, ce serait intéressant pour les restaurateurs, en tout cas, ça on en avait un peu parlé à Karine, de pouvoir s'approvisionner avant ceux qui ne l'ont pas fait, par exemple, parce que autant profiter de ce qu'on a financé. Et du coup, ça permettrait vraiment de pouvoir créer un écosystème, un cercle vertueux qui serait à la fin, voilà, je reprends le rééquilibrage, c'est-à-dire que les coûts qu'on aurait investis, au final, on les rattraperait parce qu'on importerait moins de produits
Et dans un sens, je ne pense pas que dans la globalité, si on regarde sur une année, il y aurait des augmentations budgétaires. Je pense qu'il y a un rééquilibrage qui se fait. Maintenant, le dernier point dont je voudrais parler, c'est à notre niveau, si on fait le travail, OK, mais il y a aussi une responsabilité du consommateur de comprendre qu'il y a une politique du restaurant en question de faire une RSE et c'est ce que monsieur Diop disait au départ, c'est que tout le monde doit participer. Donc, le consommateur final doit comprendre et doit accepter de pouvoir payer 10 ou 15% de plus qu'un restaurant normal, que dans un restaurant normal, parce que voilà, il a derrière ce cercle virtueux dont je parlais. Mais je pense que au Brésil, ça a fonctionné. Et je ne vois pas pourquoi au Sénégal, ça ne fonctionnerait pas. Mais il y a un travail d'éducation à faire au final sur le dernier maillon de la chaîne qui est le consommateur. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Oui, merci beaucoup, Wael. Très intéressant. Je pense que ça nous donne aussi une bonne passerelle, hein, puisqu'on parle de consommer local, commerce équitable, pour donner la parole à notre dernière intervenante de la journée, Awa Pendandiaï d'Oxfam, qui pourra nous parler un petit peu justement plus du travail d'Oxfam sur les questions de commerce équitable et de responsabilité sociale entreprise. Après quoi, la parole vraiment reviendra à vous tous participants. Donc, n'hésitez pas soit à notifier si vous avez une question ou une intervention que vous souhaitez faire dans le chat. On vous donnera la parole. Madame Dia, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de me donner la parole. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire très important. Et contrairement à ce que j'ai l'habitude d'avoir autour d'un panel, aujourd'hui, c'est des praticiens, des panélistes qui ne sont pas dans la théorie, mais plus dans la pratique. Et je salue au passage M. Philippe Barry, qui nous a beaucoup aidé dans le cadre de Women in Mining pour la compréhension de la RSE. Merci beaucoup. Moi, je travaille dans la gouvernance du secteur extractif. Donc, à Oxfam, je m'occupe de tous les projets qui sont relatifs à ça. Et avec les compagnies pétrolières et minières, on travaille beaucoup pour pouvoir venir en aide aux communautés impactées. Mais le sujet qu'on m'a demandé de faire, que Toluker m'a demandé de faire, est tellement intéressant que j'ai voulu le faire d'une manière très globale. Bien vrai qu'il y a un programme spécifique qui s'occupe de la résilience, mais il y a des pans aussi que je peux utiliser dans le cadre de cette présentation-là. Nous savons, donc, je vais faire la conciliation entre le commerce équitable et la RSE. Nous savons tous que la RSE, elle est volontaire. Et ensuite, elle épouse 3 domaines spécifiques importants: l'économie, le social, l'environnement. Le commerce équitable, quant à lui, il est perçu comme un levier de réduction des inégalités, dans la mesure où il promeut un partenariat commercial qui est fondé sur la transparence, le dialogue et le respect, mais surtout sur la rétribution juste des producteurs et des travailleurs, tout en prenant en compte les préoccupations sociales et environnementales. Donc, disons que le commerce équitable et la responsabilité sociétale des entreprises sont des démarches complémentaires, car les deux constituent une économie au service d'un engagement citoyen. Maintenant, à notre niveau, on s'est demandé comment concilier le commerce équitable et la RSE. D'abord, pour nous, le commerce équitable doit être un outil de la RSE, ou une des démarches de la RSE, car il doit être utilisé pour créer et renforcer des capacités de rendement des unités de production, ce qui va permettre de pousser à ces unités de production-là de respecter un certain nombre de règles, notamment relatives aux droits humains et à la protection environnementale, mais aussi d'augmenter surtout la qualité de la production, la diversité et l'innovation. Et on a eu des exemples dans les communautés. À Sabadola, par exemple, il y a la société Sabadola Gold Opération qui travaille beaucoup avec les communautés impactées et qui a une enveloppe très fournie pour la RSE. Mais on se rend compte qu'il y a des difficultés par rapport à la saisine de ce fonds commercial-là qui est là et qui est dédié
à cette population parce qu'elle n'est pas très bien formée pour pouvoir bénéficier en totalité de cet argent-là. Donc, disons que si aujourd'hui le commerce équitable est utilisé comme un outil efficace de la RSE, on va assister à un essor financier de toutes les unités de production. Les unités de production qui sont concernées aussi bien par les zones impactées par l'exploitation des ressources extractives que les autres zones. Et cet essor financier-là aura des répercussions positives dans le cadre de la mobilisation des ressources internes, en fait, par rapport à la fiscalité, ce qui permettra à l'État d'investir dans les services sociaux de base. Donc, disons que pour faire court, aujourd'hui, si le commerce équitable est utilisé comme un outil de la RSE, ça va permettre aux entreprises d'aider l'État dans le cadre de ses missions de base, parce qu'il y aura un essor de l'agriculture de base, la qualité de la production va être améliorée et le milieu de travail aussi et du développement personnel vont être améliorés, ce qui permettra d'évoluer dans un milieu. Excusez-moi, j'ai un peu le trac. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si je m'en sors bien, mais j'ai un peu le trac. Bon, voilà, disons qu'en gros, allier commerce équitable et RSE va permettre à aider l'État et à aider aussi les PME et les PMI qui sont forts. Et on peut prendre aujourd'hui l'exemple de Auchan, parce que Auchan est en train de pratiquer ce qu'on appelle le commerce équitable en permettant à ces petites et moyennes entreprises qui sont dans le secteur agricole de pouvoir exposer leurs produits à la vente. Donc, une priorité est donnée. Et si on fait le parallélisme, on se rend compte en France aussi que ces petits producteurs-là sont beaucoup aidés par les hypermarchés parce que plus de 40% de leurs ventes sont concernées dans le cadre du commerce équitable. Donc, ça va permettre une consommation des produits locaux et ce qui va aboutir aussi à ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, à un délaissement des produits qui sont importés au profit des produits qui sont produits à l'interne. Mais toutefois, il ne faudrait pas trop pousser le commerce équitable parce que ça peut aboutir à un délaissement de la culture vivrière. Et on se rend compte au Sénégal que c'est le cas. Et quand il y a délaissement de la culture vivrière, ça veut dire qu'aujourd'hui, les communautés ne pourront plus en profiter. Donc, je vais juste accélérer et partir vers les recommandations qui sont au nombre de 4. Nous, à Oxfam, on a 4 recommandations phares. C'est de mieux organiser les unités de production afin qu'elles bénéficient au maximum des avantages du commerce équitable et aussi sensibiliser les entreprises sur l'importance de concilier les deux outils, commerce équitable et RSE. Il y a aussi une recommandation phare qui a été dictée tout à l'heure par le secrétaire d'État et par M. Philippe Barry, c'est-à-dire de réguler la RSE. Mais on y rajoute aussi le commerce équitable, comme ce qu'il y a eu dans le cadre du contenu local pour l'exploitation des hydrocarbures. Les entreprises aussi doivent accompagner les initiatives de développement durable et appuyer ainsi l'État dans sa mission première. Et les organisations de la société civile ne doivent pas être en reste parce que ces organisations-là doivent jouer un rôle d'alerte afin d'assurer une application effective et transparente des deux outils. Voilà. Merci beaucoup, Mme Ndiaye. Bien vrai que c'est avec beaucoup de difficultés, mais bon, voilà un tout petit peu la présentation. Je m'excuse, c'est juste que j'étais tellement prise que voilà. Merci quand même. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Oui. Donc, on a bien noté les recommandations et le mot fort que vous disiez. Donc, en s'engageant dans le commerce équitable, les entreprises vont aussi aider d'une certaine manière l'État à assurer ses tâches. On a dans le chat une réaction de Wael qui dit, bon, c'est peut-être vrai, mais il faudrait également que l'État mette en place des mesures incitatoires pour encourager les entreprises à s'engager dans la RSE, comme par exemple des réductions d'impôts ou autres pour motiver les PME. Je voulais juste donner la parole à Karine, je crois, qui voulait répondre à l'intervention de Wael. Et puis ensuite, nous avons Asmar Karati qui voudra intervenir et Ousmane Diaye aussi qui avait un commentaire.
Donc, on peut rentrer, je pense, sans transition là dans un peu les échanges. Donc, Karine, à toi la parole. Et on passera ensuite à Asma et Ousmane Diaye. Merci beaucoup pour les deux brillantes interventions, Wael et chère madame. Vraiment, moi, j'ai trouvé votre intervention très utile et très pertinente et je vais essayer de répondre aux deux très rapidement. Wael, tu as posé une question à laquelle je souhaite répondre, qui est combien ça coûte un Toluca? Et donc, en fait, nous n'avons que des propositions à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que si on veut investir juste dans une autosuffisance pour un village qui a déjà de l'eau, par exemple, et une clôture, on en avait déjà parlé, on est sur une enveloppe de 2,5-3 millions CFA, ce qui est quand même juste rien pour une PME. Et quand je dis juste rien, je ne minimise pas du tout, hein, mais je dis qu'on peut accompagner. Quand on recherche, en fait, selon après la profondeur d'où il faut aller chercher l'eau, on peut être sur des budgets de 7. Et quand on veut intégrer la formation dont parlait Kevin tout à l'heure, on peut être sur des budgets de 15, sachant que tout cela devrait être phasé ensemble, peut-être encadré d'ailleurs par Philippe Barry, qui va nous donner son avis tout à l'heure. Et c'est sans fin, parce que ça peut être phasé par l'entreprise elle-même. Mais l'idée, c'est que vraiment, il y a une implication de l'entreprise dans le village au-delà de l'argent versé. Je crois que si on veut vraiment comprendre la leçon du Covid, il faut intégrer cette dimension. Mais c'est un point dont je n'ai pas parlé, mais effectivement, je pense qu'on peut avoir un investissement actif, c'est-à-dire, et justement, c'est ce que je disais, quand je disais c'est un investissement one-shot, dans le sens où financièrement, c'est un investissement, peu importe combien il représente, mais qui, à mon avis, au bout d'une année, est rattrapé de toute manière. Il est one-shot d'ailleurs. Après, si tu ça va être pour que ce village qui a son autosuffisance alimentaire devienne peut-être un village écologique à part entière. Exactement. Et qui va être en relation avec l'entreprise concernée. Si on reprend Riyad, et pour autant, du coup, il crée de l'autosuffisance alimentaire pour tous ses employés parce qu'ils sont conséquents. Après, quand je rejoins notre charmante dame, la d'Oxfam, le commerce équitable, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisqu'en fait, il s'agit de créer une économie circulaire et solidaire tout en donnant de la santé aussi bien à la terre qu'aux individus, qu'aux plantes, qu'aux animaux, etc. Donc c'est vraiment de ça dont on parle. Et on peut parler de la grande distribution, comme on peut parler aussi des circuits courts directs qui viendraient directement des paysans, qui sont très primés, et qui peuvent nous permettre, moi qui suis issue aussi du milieu de la restauration, nous avons déjà des recettes qui portent d'autres noms que Toluca. Nous avons déjà des recettes que nous proposons dans les restaurants et qui en plus incluent la cuisine alternative à basse température et qui vont donc rejoindre les programmes de malnutrition dont parlait M. Diop tout à l'heure. Donc cela, ce sont encore beaucoup d'autres débats, mais en tout cas, la fourchette des coûts, c'est cela. C'est une fourchette qui ne peut que être évolutive en fonction de l'intégration des entreprises dans le programme Toluca ou dans le programme Éco-Village ou dans le programme Reforestation. En tout cas, avec l'agence, nous pouvons tous grandir ensemble. Vous avez vu, les villageois nous ont rejoints, les étudiants nous ont rejoints, les volontaires nous ont rejoints, et je crois qu'on a une hymne nationale juste absolument extraordinaire. Quand on dit qu'on est ensemble, les néophares au Sénégal, on nous parle de la teranga, mais aussi de ce métissage aussi. Et donc, c'est le moment ou jamais de faire du Sénégal un modèle, et tous ensemble, on peut y arriver. Je rejoins vraiment M. Diop. C'est plus une question de gouvernance aujourd'hui, et c'est la leçon du Covid. Voilà. Merci beaucoup. Merci Karine. Je profite juste de rebondir. On a une question dans le chat, vu qu'on discute un petit peu là de l'environnement de la restauration. Pierre Chapuzette qui demande si un restaurant, une entreprise peut avoir son propre Toluca en complément des Toluca qu'elle appuie. Et si c'est le cas, donc j'imagine un Toluca qui est adjoint à l'entreprise elle-même. Si c'est le cas, quelle surface serait nécessaire? Alors, je vais me permettre de répondre parce que je crois que… Ah ben voilà, Ali. Je me suis dit, parce que j'ai failli dire, parce que je crois que Ali nous a quittés, pour ne pas dire une grosse bêtise. Mais… Allô? Ali, je te laisse répondre. D'accord. Non, je voudrais seulement peut-être amener deux précisions qui sont importantes
en relation à certaines questions, surtout sur l'expérience du Brésil qui est totalement faisable ici, on le sait. Et la préoccupation des chefs au début est exactement cette préoccupation qui vient de surgir. C'est-à-dire, premièrement, la fidélité. Parce que quand une entreprise fait une action au niveau de ses agriculteurs, en réalité, elle est en train aussi de créer une relation avec ces communautés-là. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a? Leur préoccupation au début, c'est, ben, écoutez, j'aide ces producteurs-là et après, ils vendent leurs produits, je ne sais pas. Ça, c'était une préoccupation qui est réelle. L'autre préoccupation, c'est en relation à la diversité et à la disponibilité des produits chaque fois que le restaurant en a besoin. Ce sont deux problèmes qui se sont posés, mais qu'on a résolus d'une forme subtile et intelligente. Premièrement, exactement, il y a la sensibilisation des agriculteurs, des restaurateurs et des consommateurs. Ce sont ces trois-là où on a beaucoup travaillé. Dans un premier temps, en relation aux restaurateurs et aux agriculteurs, on a créé une relation qui n'était pas seulement je vous donne l'argent, vous produisez. Non. Aujourd'hui, nos chefs, ils connaissent les agriculteurs un à un. Des fois, ils vont sur les lieux. Ils regardent la production avec eux. Ça devient une famille quoi, qui se crée. Et là, l'agriculteur, il prend la conscience et la confiance de même introduire des variétés nouvelles parce qu'il a en face de lui un partenaire et il commence à être sensible de comment ça fonctionne le restaurant. Et voilà, on a réussi sur 2 ans à résoudre ces problèmes-là. Un autre exemple qui était très rapidement, qui était classique, il y avait des herbes là qui poussaient au niveau des plantations que les agriculteurs considéraient comme des herbes qu'ils coupaient parce que c'était des herbes inutiles. Le chef, il est allé là-bas, il a vu que c'était de l'or pour sa cuisine. Mais pour l'agriculteur, c'était des plantes qui empêchaient ces autres plantes de se développer. Vous voyez, quand la relation, elle se crée avec ce sentiment-là. Mais jamais oublier qu'on parle de la commercialisation de l'excédent. S'alimenter et commercialiser l'excédent. Et les chefs sont arrivés même à influencer les agriculteurs de comment on peut profiter de certains produits qu'ils n'utilisaient pas, qu'ils jetaient. Donc, vous voyez, la relation, elle est un peu plus que donner un kit ou quoi que ce soit. C'est une relation qui se crée avec le temps. Et les consommateurs, comment on a pu le faire? Dans chaque semaine ou aujourd'hui c'est chaque mois, on organise de petits événements de dégustation où les agriculteurs, les consommateurs et les chefs se réunissent et discutent entre eux et font la dégustation de certains produits. Alors cela a fait comme quoi aussi les consommateurs ont commencé à savoir que le lait ne vient pas de la boîte, elle vient d'un animal, d'une vache. Vous voyez ces genres d'informations qui sont peut-être terre à terre à un certain niveau, mais qui ne sont pas très bien comprises chaque fois par les consommateurs. Donc, il y a tout un travail à se faire et je pense que ça a donné. Il y a même des chefs qui ont aujourd'hui, au niveau près de leur restaurant, de petits espaces aussi où ils produisent et en collaboration avec les communautés qui des fois vont là-bas. Vous voyez, donc il y a tout un dessin à se faire qui est là et qui permet qu'on joigne les bouts, quoi. Donc ça, c'était une petite contribution que je voulais faire. Et ne pas oublier que ce ne sont pas des maraîchères, on parle des forêts comestibles. C'est important aussi que je dise ça parce que au début au Brésil, les gens pensaient que la production c'était seulement les maraîchères, les salades, etc. Mais quand ils ont vu, les fruits en font partie, les fruits locaux. Il y a des chefs actuellement qui disent aux agriculteurs, écoutez, dites-moi ce que vous avez et je fais mon plat sur ça. Regardez comment la relation de confiance s'installe. Voilà, donc c'était tout juste des points que je voulais amener et dire que ces actions-là peuvent être faites pour tout le monde. Mais il y a aussi un point que le Tolu Kër, et c'est la base aussi, c'est la formation de personnes
qui vont eux aussi pouvoir multiplier ces actions-là. Donc, c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà. Merci, M. Diaye. Je voulais passer la parole à Asma Kherati qui a demandé la parole il y a un petit moment sur le chat. Je ne sais pas si elle est encore avec nous. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, bonsoir, je suis Esma Kherati et je suis cofondatrice de l'entreprise sociale Enjoy Agriculture. Et je voulais juste intervenir car voilà, on travaille depuis des années à côté des agriculteurs un peu partout au Sénégal, en particulier avec les femmes transformatrices, les agriculteurs. On a eu la chance et la possibilité de rencontrer Karine, de connaître les projets Tout le cœur et d'être un peu voilà, des volontaires qui participent depuis le début à cette dynamique avec beaucoup de plaisir. Mais mon intervention voulait être surtout sur un petit aspect dont on ne parle pas trop souvent. Et c'est le fait qu'en réalité, au Sénégal, actuellement, il existe plusieurs entreprises, je peux dire petites entreprises, mais aussi surtout des startups qui font un travail extraordinaire pour tout ce qui concerne la visibilité des produits locaux, que ce soit produits locaux, généralement céréales, farines locales et autres, et des produits aussi bio. Il y a des grands réseaux qui travaillent sur ça depuis des années et je constate qu'en effet, ça manque des initiatives qui peuvent mettre en contact ces réseaux avec des restaurants, avec d'autres entreprises qui ne connaissent pas vraiment tout ce qui est milieu rural. Et je trouve que c'est très important ces projets de Tout le cœur parce que ça nous permet non seulement de nous connaître entre nous, de créer des synergies, de nouvelles synergies, d'avoir de l'impact au niveau local, de faire connaître les produits locaux. Mais chose fondamentale que M. Ndiaye a souligné, c'est qu'on doit aussi aller sur place. On doit aller vers ceux qui sont les agriculteurs, les acteurs de ces changements. Et c'est rapprocher de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de manger, de consommer, de se dire, voilà, respectueuse de l'environnement, de ce qui nous entoure, mais c'est vraiment aller en profondeur, comprendre, être part active de ce qu'on veut faire ensemble. Donc, mon intervention, c'était que je tiens vraiment beaucoup au fait qu'on soit là, présent, et qu'on ne reste pas seulement voilà, à parler. Et Tout le cœur, je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative pour commencer cette démarche et donner aussi de la visibilité à ces réalités d'une manière responsable et respectueuse. Merci beaucoup. Merci Asma pour ces précisions. Je pense que Karine, tu voulais aussi répondre également au point soulevé par Pierre sur les restaurants et avoir son propre Tout le cœur. Oui, parce que la question est importante et je crois que tout le monde va la poser. Ça intègre, à mon avis, la RSE aussi. J'aimerais bien ensuite entendre à nouveau peut-être M. Barry sur tout ce qui est évoqué jusque-là et en profiter pour remercier Eric et voir aussi avec Eric comment est-ce qu'on pourrait développer tout ça. Alors, c'était quoi la question déjà? De savoir, est-ce que si on a un restaurant, on peut développer son propre Tout le cœur? Je n'avais pas compris que c'était ça la question. J'avais compris que est-ce qu'un privé pouvait faire un Tout le cœur? Ce qu'il est important de comprendre, c'est que donc on vient d'être financé par 3FPT pour former des gens à Tout le cœur et que moi je suis non seulement directrice des villages écologiques du Sénégal, mais également des filières vertes. Parce que si ça ne se traduit pas par de la transformation à un moment donné, même pour l'excédent, si Tout le cœur fonctionne, le tissu forestier, enfin, ça commence par une petite surface qui s'agrandit naturellement, tout à fait naturellement, donc sans avoir besoin de trop réinjecter notamment de l'argent dedans. Et donc, en fait, à partir de là, on peut faire de la coloration végétale pour des vêtements, on peut produire des vêtements. On a actuellement Baobab des saveurs qui est en train de nous suivre, qui pourra intervenir sur tous les produits transformables à partir des Tout le cœur. J'ai moi-même été fondatrice d'une association où j'ai en fait représenté 160 produits issus
de la reforestation au Sénégal. Donc tout ça pour dire que si on est un privé et qu'on souhaite faire un taux de cœur, nous allons bientôt avoir des gens qui vont se professionnaliser, c'est-à-dire qu'on crée une filière à part entière, Inch'Allah, que Dieu l'entende, de manière à ce qu'ils puissent aussi investir le secteur privé et permettre l'autonomie des populations sur le plan privé. Au niveau de l'agence, si vous êtes un privé, que vous avez un terrain, à condition qu'une partie soit au profit des populations locales, pourquoi pas une convention tripartite avec des associations à but non lucratif qui s'occupent de driver le projet, et la partie qui relèvera de la Sergel sera à destination de la formation et de la valorisation de ces produits pour les populations locales, et l'autre redistribué à titre privé. Les coûts ne seront évidemment pas les mêmes. Voilà, merci. Merci Karine pour ces précisions. Donc je vais juste évoquer la question de Ousmane Ndiaye, et après ce sera intéressant peut-être, Monsieur Barry, qu'on ait un peu votre réaction, parce que vous avez été sollicité de nombreuses fois. Je vois que vous suivez attentivement. Juste la question de Ousmane Ndiaye, c'était par rapport à l'exemple, je pense que Aline Ndiaye avait donné plus tôt, en disant que les consommateurs au Brésil, une fois qu'ils étaient conscients de la traçabilité ou de la meilleure qualité du produit, étaient disposés à payer plus pour des produits issus de la RSE. Et donc la question, c'est est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, les consommateurs sont prêts à payer plus finalement pour des produits des produits responsables, on dira, ou de meilleure qualité écologique. Donc ça, c'était la question qui était posée. Je pense que différents intervenants peuvent y répondre, et on peut aussi vous donner la parole, Monsieur Barry, par rapport à différentes interventions qui vous ont sollicité. Merci Laurent. Donc je vais, en fait, j'ai pas répondu à votre question de départ. C'est quoi la RSE? Parce qu'en fait, l'ensemble des interventions nous permettent de comprendre ce que c'est et la difficulté qu'il y a à justement structurer cette RSE-là. Je vais prendre le cas de Alioune Ndiaye, qui était intéressant, avec son exemple du Brésil, qui montre que la RSE est avant tout de l'innovation. C'est-à-dire que ce qu'on attend des entreprises, c'est qu'elles agissent aujourd'hui, qu'elles trouvent des solutions aux problématiques que j'ai énoncées au début, par rapport à la transition écologique, énergétique, aux ODD, etc. Et il a donné un exemple ici où on combine l'économie locale, qui est une solution sur laquelle aujourd'hui on est dos au mur avec le Covid. On doit trouver des solutions d'économie locale et de pouvoir les coupler. Il a donné l'exemple avec la digitalisation. Aujourd'hui, dans la filière restauration, ils font de l'économie locale. Comment booster cette économie locale avec ce type de projet-là, en utilisant la digitalisation, les nouvelles technologies? Voilà des pistes pour lesquelles on attend les entreprises. C'est également, je prendrai ensuite Eric et Wael. Alors, je vais pas passer, je vais prendre le cas après. Je vais prendre le cas d'abord de Riyad et de Gérard Sambou, qui est pour moi la RSE qui… Alors, je fais attention aux mots, mais c'est avant tout des mécènes. Et il faut essayer de distinguer les gens qui sont passionnés, les gens de l'entreprise qui sont passionnés, que ce soit des dirigeants ou des cadres d'entreprise, de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Dans le cas de Riyad, on sent cette passion, c'est inné chez lui. Est-ce qu'il aura la capacité d'amener son entreprise à rentrer dans la RSE stratégique que nous voulons? Je vais tout à l'heure vous expliquer quelle est cette RSE stratégique. Je a donné le cas également de CSE, bon, à travers son PDG, Feu Aliou Sow, qui était également pour moi un mécène.
Ce qui m'intéresse dans la RSE, c'est l'approche de Wael et de Eric. Cette approche qui met en avant la responsabilité de l'entreprise. Eric a parlé, insiste, des risques. En fait, une entreprise comme Air Sénégal, trouver le lien entre Air Sénégal et Tolucœur ne sera pas aussi évident. Il faut analyser, il faut travailler en brainstorming, d'abord en interne de Air Sénégal, les dirigeants de Air Sénégal, qui comprennent qu'est-ce que la RSE peut leur apporter. Je pense que la RSE est un excellent outil de stratégie commerciale. Parce qu'en fait, la finalité, que ce soit pour Air Sénégal ou pour la fourchette, ce que vous pouvez rechercher à travers la RSE, c'est de vous donner une image et une réputation d'entreprise exemplaire dans des solutions que j'ai citées tout à l'heure. Économie locale, économie circulaire des déchets, bas carbone, digitalisation, etc. Et c'est ce que l'on attend de vos entreprises, que les entreprises sénégalaises aient une identité développement durable. OK pour la communication produit, d'accord, mais aujourd'hui, de par le monde, on communique de plus en plus à travers la responsabilité sociale. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de s'intéresser à ce concept-là. Mais s'y intéresser nécessite bien entendu des principes, car c'est un acte de gestion, c'est un acte de gouvernance. Vous ne pouvez pas dire que vous faites de la RSE ou que vous êtes RSE si vous n'êtes pas d'abord dans la transparence et la redevabilité. C'est la première chose qu'on demande à une entreprise. Et dans l'exemple, c'est de dire au moins chaque année comment elle a résolu ses externalités négatives. Comment j'ai contribué à l'économie locale et en contribuant à l'économie locale, j'ai apporté des réponses à tel indicateur qui est lié aux objectifs de développement durable. Mais pour cela, c'est un exercice que vous devez faire en interne, qu'on appelle la matérialité, c'est-à-dire sur votre chaîne de valeur, comprendre où est-ce que vous impactez et quelles sont les solutions que vous pouvez apporter. Quels sont en définitive les enjeux de vos entreprises, sociaux, économiques, environnementaux, sociétaux, et surtout, quelles sont vos parties prenantes? On a beaucoup insisté, Asma, je crois, en a parlé, Alioune Ndiaye également, la question du dialogue avec les parties prenantes. Il faut que les entreprises, vos entreprises, s'ouvrent également à tous les acteurs de votre chaîne de valeur et qu'on prenne l'habitude de discuter avec ces parties prenantes de dialogue, d'objectifs de développement durable. OK pour discuter de vos objectifs commerciaux de part et d'autre, mais également quid de la question du développement durable. Et donc, vous voyez que ce n'est pas aussi évident d'intéresser les entreprises à cette RSE stratégique qui, en tout cas, à mon avis et à mon sens, qui, bien menée, peut être un excellent avantage concurrentiel pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou très petites entreprises. Et nous travaillons actuellement sur des cas d'entreprises, de petites entreprises qui vont développer de vraies stratégies de RSE qui répondent à aussi bien aux préoccupations de développement durable, mais également à leurs préoccupations métiers. Et donc, c'est peut-être le message que je voulais lancer. Ce n'est pas facile de faire de la RSE, mais c'est irréversible. À mon avis, toutes les entreprises, tôt ou tard, viendront à cette RSE stratégique. Merci, Monsieur Barry. Donc, je pense qu'il nous reste quelques minutes seulement.
malheureusement, mais les débats, les échanges ont été vraiment ont porté des fruits. Je voulais quand même donner l'occasion peut-être à M. Gay, M. Charara de répondre si vous le souhaitez par rapport à l'intervention de M. Barry qui vous sollicitait. Et ensuite de quoi on va peut-être faire une petite conclusion et remercier chacun, à moins qu'il y ait vraiment encore une question pressante. Monsieur Gay. Merci. Donc, alors moi, je suis ravi d'entendre ce que M. Barry développait parce que ça nous permet de mieux comprendre le RSE. Parce que je vous avoue que nous, déjà en interne, au niveau d'Air Sénégal, nous n'avons pas, pour être franc avec vous, nous n'avons pas cette approche pour une raison toute simple, c'est que nous n'avons jamais été en contact, je dirais direct, avec le plan RSE comme l'est aujourd'hui l'AIBD ou ailleurs. Donc c'est une très bonne chose. Moi, je suis heureux de participer aujourd'hui parce que ça me permet de comprendre et d'aller même plus loin dans le développement en interne de la compagnie d'Air Sénégal, c'est de vendre le projet RSE. Et comme disait M. Barry, il ne s'agit pas d'être mécène, il s'agit d'être acteur. Il s'agit d'être acteur dans le RSE stratégique, que j'ai bien noté. Et j'ai noté aussi beaucoup de choses comme le rôle de ces sociétés dans l'action, c'est-à-dire dans la partie économie locale, digitalisation. Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter ou comment être vecteur du développement de ces économies locales et territoriales. On y participe sans y participer parce que quelque part, nous, on a déjà une politique de consommer local, consommer sénégalais. Je vous donne le cas de tout ce qui est boissons sucrées. Donc, on va sur des produits locaux, produits par des sociétés locales. Ensuite, on part sur d'autres produits où on va s'appuyer sur des développeurs locaux. Mais par contre, ce qui est difficile pour nous, c'est l'industrialisation des produits. Parce que une société ou un restaurant fera 500 couverts par jour, nous, on fait à peu près 2000 passagers jour. Donc, c'est une autre dimension. Et c'est pour ça que c'est très important que, quand je parlais tout à l'heure de pérennité, c'est de créer en fait du RSE, mais du RSE intelligent et du RSE productif. Parce que des grosses structures comme nous, sponsoriser, faire du mécénat, on peut le faire, mais je veux dire, c'est du one shot. Ça ne durera pas. Vous changez de direction, on remettra en question ce mécénat, etc., etc. Donc l'idée, c'est plutôt d'asseoir des produits dans notre industrialisation, et de telle sorte qu'on puisse mettre en avant des produits et développer, comme disait tout à l'heure Karine, développer des to-lookers qui arriveraient à s'unir, à se mutualiser, et où on rechercherait, je dis des quantités aujourd'hui des quantités de sang, rechercher une mutualisation de différents. Et là intervient la digitalisation, parce que la digitalisation va vous permettre de mutualiser ces différents producteurs et mettre en avant des quantités qui puissent être mis sur l'industriel. Parce que s'il s'agit de prendre un to-looker qui va vous produire des amandes, il va vous produire, je dis n'importe quoi, 50 kilos d'amandes par semaine, nous, ce n'est pas ce type de to-looker. Là, ça serait plus du mécénat. On lui donnera on lui avancera des financements, mais c'est plus du mécénat. Alors que quand je comprends la stratégie du RSE, ce n'est pas ça. C'est créer de la pérennité et créer de la valeur ajoutée à ces to-lookers.
on passerait donc d'une écologie, je dirais, microscopique à une macro-écologie. Et ça devient intéressant pour des structures comme nous. Et là, comme disait tout à l'heure M. Barry, on peut commercialiser dessus, on peut faire de la communication dessus. Et comme c'est dans l'air du temps, nous, bien sûr, avoir une étiquette écologie, tout looker, RSE, donc c'est participatif sociétalement, et ça a un intérêt, ça a un très, 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 très gros intérêt. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je vous remercie encore de m'avoir invité. Merci, Monsieur Gay. Je pense, Well, vous souhaitiez rebondir également. Moi, juste pour résumer, donc, Monsieur Barry, demain, rendez-vous à 9h pour le petit déjeuner. À midi, on déjeune avec Karine pour l'installation d'un Tolooker et à 20h, on dîne avec Monsieur Gay pour fournir 100% les plateaux repas d'Air Sénégal made by Tolooker. Non, je taquine. Non, mais vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Moi, juste en tant que petite entreprise, je parle peut-être au nom d'entreprises similaires. Tout ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être accompagné pour avoir une implication active au-delà d'une implication financière. Parce que je pense que effectivement, à la fin, l'histoire se racontera mieux auprès de nos consommateurs finaux si nous-mêmes on participe activement. Et on a cette volonté-là parce qu'il faut qu'on agisse sur l'environnement, tout simplement. Au-delà de toutes les questions commerciales, on a vraiment cette volonté-là d'avoir un impact positif. Et voilà, donc je pense que ouais, il faudrait qu'on puisse se rencontrer à l'issue de cette réunion. Et vraiment, c'est un projet hyper intéressant auquel, comme on n'a pas discuté du fait, Karine, comme on a dit par rapport à la formation, on a cette volonté-là de mettre à disposition une parcelle sur laquelle on pourrait former des gens et même mettre des gens activement en formation sur le dossier. Voilà. Merci en tout cas pour l'invitation, c'était très intéressant et on attend la suite. Merci beaucoup, Wael. Donc, je pense, Karine, je ne sais pas si tu voulais donner un mot de la fin ou si je fais une petite conclusion. Je te laisse la parole. Les deux, mon capitaine. Déjà, vous remercier tous pour vos brillantes interventions parce que moi, j'ai beaucoup appris en fait en vous écoutant aussi, en entendant un petit peu les enjeux. Je remercie aussi beaucoup Eric pour avoir ouvert la porte non seulement de la réflexion mais de l'action. Well, je te rejoins dans le fait qu'il nous faut nous réunir effectivement. J'ai deux propositions à faire. Bon, d'abord, peut-être un SOS, c'est que j'ai envie de dire, nous, au stade où nous en sommes, rappelez-vous toujours que Tolooker fait partie des éco-villages avant le Covid, mais c'est devenu le plan d'urgence des éco-villages. Et que cette urgence, elle concerne tout un chacun. Elle concerne les générations futures, elle concerne notre propre santé aujourd'hui, elle concerne celle des villages et elle consiste à faire des links dans un contexte économique qui est déjà difficile pour tout le monde et qui peut permettre de résoudre beaucoup de choses en termes de développement local. Parce que de toute façon, on n'a pas tellement le choix aussi que d'aller vers le développement local. On n'a pas le choix depuis longtemps, mais maintenant, ça devient vraiment un impératif. Donc, nous avons besoin d'aide. Je crois que M. Badara Diop l'a clairement exprimé. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que c'est qu'une histoire de gouvernance. C'est vraiment très transversal. Je crois que nous portons aussi un drapeau, comme je l'ai dit, et une façon d'être et de vivre ensemble au Sénégal, qui est un modèle international qu'on ne met pas assez en valeur, mais qu'aujourd'hui, nous pouvons tous ensemble travailler. Donc, nous avons besoin d'être mécénat ou RSE, mais si ça pouvait être avec RSE, je pense que tout le monde serait gagnant. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose qui me vient en vous écoutant, c'est que nous pourrions soit prendre la fourchette, soit Air Sénégal, soit quelqu'un d'autre qui se désigne, comme étant peut-être un modèle de convergence entre Tolooker, RSE, accompagnement, et que les autres puissent suivre
c'est-à-dire que les autres entrepreneurs qui ont envie puissent suivre comment ça peut se modéliser et se dupliquer et se développer. Et je crois qu'après vous avoir vraiment tous chaleureusement remerciés, je crois que M. Barry doit laisser vraiment son contact aussi au cas où les gens ont envie de le joindre naturellement afin qu'ils puissent être encadrés dans ces programmes RSE. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie tous beaucoup. Merci Karine. Donc, effectivement, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je pense que les échanges ont été très, très vivants et très riches de contenu. Donc, merci bien à chacun de nous avoir rejoints, d'avoir participé à cet échange. Peut-être un point que j'aurais souligné, parce que c'est vrai que depuis pratiquement 15 ans, je travaille avec différents gouvernements dans la région et ailleurs sur les projets de développement du secteur privé. Je trouve ce qui est très intéressant dans l'approche que vous avez développée ici avec les Tolucers, c'est que ce n'est pas juste un autre projet, un nouveau projet dans l'abstrait avec des grandes théories, et je dirais dont on ne sait pas trop comment il va se mettre en œuvre, comment il va avancer dans la pratique. Je trouve ce qui est très intéressant, c'est qu'on propose ici quelque chose de très concret, qui est centré sur l'humain avant tout. On sait quelles communautés sont engagées, on commence petit, peut-être à la façon dont la nature se développe, on plante un peu, on essaime, les choses grandissent un peu de manière organique, en essayant de construire sur le lien humain. La confiance, c'est un point qui est souvent ressorti. Donc, je dirais au-delà des grandes théories, on sent qu'il y a vraiment une approche qui est très concrète et très, très humaine, qui, moi, en tout cas, me donne foi sur le futur de cette action, sur la durée, son impact sur les communautés et son impact, évidemment, sur l'écologie. Je trouvais très intéressant aussi d'entendre vraiment les bénéfices aussi qu'ont pu en retirer certaines entreprises qui participaient à cette démarche, en termes de formation de leurs employés, en termes aussi peut-être de modification de certains objectifs qu'ils ont pu avoir, des prises de conscience de leur impact sur l'environnement auquel elles évoluent, mais également aussi sur leur chiffre d'affaires pour certaines qui ont pu intégrer ça à leur modèle d'affaires. Donc, en tout cas, il me reste qu'à vous remercier de m'avoir convié et à cet échange, et remercier chacun des participants et des intervenants pour votre temps et avoir partagé votre expérience, en vous souhaitant tout le succès possible pour cette démarche. En tout cas, on sera heureux d'accompagner.